Le maire qui a finalement envoyé son parrainage, parce que je l'ai mise dans une situation, je pense, un peu compliquée. J'aurais aimé que ce soit 0, en fait. Non, en fait, il y en avait plus, mais on a prévenu les maires. Au moment où j'ai su que j'en aurais pas 500, et même loin de 500, on a prévenu les maires, on les a rappelés, etc., en disant n'envoyez pas, parce que vous allez geler inutilement votre signature de maire, donnez-la à quelqu'un qui est pas loin des 500 pour la démocratie. Et j'avais pas envie de faire ce sale coup en plus aux maires, de leur faire croire que j'étais à 500 alors que j'y étais pas du tout. Et puis en plus, il y en a qui le font. Et en plus, en partant pas mal en avance avant la date de dépôt officielle au Conseil constitutionnel des signatures, ça m'a permis de faire un petit coup médiatique en disant ben, je ne peux pas être candidat à cause de ce système inique des parrainages. Et je voulais pouvoir le dire parce que ce système, alors plus personne n'en parle d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est reparti pour un tour, hein. Oui. Alors que franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Ce système, il était déjà verrouillé, mais maintenant il est complètement, c'est un cadenas, quoi. C'est-à-dire que il est dans la main de nos adversaires et du système. C'est eux qui décident qui peut être candidat. À tel point, on l'a bien vu, hein, c'est Bayrou à la fin qui a distribué, selon son bon vouloir, les visiteurs, les signatures. Voilà, hop, voilà, exactement. Selon des critères qu'il avait fixés, il fallait faire plus de 10% dans les sondages. Enfin, tout ça est délirant. C'était pas du tout l'esprit de ce qui avait été décidé par De Gaulle à l'époque. C'était 100, je crois. Déjà, c'était 100. Les maires étaient indépendants à l'époque parce qu'il n'y avait pas les intercommunalités. Et c'était anonyme. C'était anonyme. Bon, enfin, voilà, ça n'avait strictement rien à voir. Ce message s'adresse évidemment à tous les camarades et aux sympathisants qui font ce boulot-là, de près ou de loin, de ne pas lâcher le morceau. Il faut qu'on arrive à obtenir ces 200 parrainages qui manquent. Ce message s'adresse aussi évidemment aux élus et aux maires, toutes celles et ceux qui hésitent pour telle ou telle raison, parce qu'ils ont peur et tout ça. Bon, mais voilà, il faut y aller parce qu'en fait, c'est eux qui ont la responsabilité de faire en sorte que finalement la démocratie soit respectée. C'est très dur. Nous nous sommes tous mis à téléphoner, on passe des heures. Il faudrait savoir quand même le temps pris par cette occupation. Et mon ami Philippe de Villiers me parle des heures avec les maires, mon ami Guillaume Pelletier parle des heures avec les maires. Moi-même, je passe un temps fou à téléphoner aux maires pour essayer de les convaincre. Et d'ailleurs, la plupart me disent, mais oui, vous êtes formidable, on est d'accord avec vous, ou même si on n'est pas d'accord avec vous, vous devriez pouvoir participer, mais ils ont peur. Nous sommes quand même dans une interrogation démocratique. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'un processus démocratique qui a mobilisé, je l'ai dit tout à l'heure, près d'un demi-million de personnes qui se sont inscrites dans le corps électoral, que ce processus serait empêché par un dispositif administratif. C'est ça que ça veut dire. Pour moi, c'est un processus totalement antidémocratique. Après, on est dans deux échelles différentes. C'est-à-dire que nous, ça fait 6 mois qu'on fait campagne. On a vu plus de 7000 maires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire qu'on est une candidature folklorique, qu'on ne joue pas le jeu. On a fait plus de 250 promesses de parrainage. Aujourd'hui, on est sur 122 concrétisées. La réalité, c'est qu'on le voit en fait dans votre reportage. Ce maire-là qui reçoit une lettre de Sébastien Cornu du gouvernement d'Emmanuel Macron. Enfin, ça devrait toutes et tous nous alerter en fait sur le système en fait où on met une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ces maires-là pour les mettre sous pression. C'est-à-dire que, comme a dit Gaspard Koenig juste avant, 80% des élus, c'est-à-dire 4 élus sur 5, à 12 jours de la clôture, n'ont parrainé personne. Et donc là, on est reparti pour un bon 500 qui continue. Probablement, si Macron gagne une majorité à quoi, 350, 400 députés. Et septennat, il veut. Si, il a dit septennat. Ouais. Septennat. Non, j'avais plus de doutes sur l'ampleur de la majorité. Si par malheur, il gagne. Septennat, donc en fait, on a 2 candidats finalistes qui sont pour le retour du septennat. Mais une non renouvelable. Oui, et l'autre, il ne sait pas encore. Il a dit renouvelable ou pas, on ne sait pas. Mais on va savoir avant quand même. Voilà, exactement. Ceci dit, la petite arnaque, c'est est-ce qu'il va nous dire, là, je fais mon quinquennat, s'il est réélu, hein, et ensuite, on remet les compteurs à 0. Ah bah oui, parce qu'on change. Et je peux refaire un septennat. Et ensuite un deuxième. Donc on aurait 17 ans plus un deuxième, 24 ans de Macron. 24 ans de Macron. On va le connaître plus vieux que Giscard. Poutine serait battu, Merkel serait battue. Ouais. Ouais, c'est ça. Poutine sera battu. Sauf si... Ouais, j'arrête là, parce que là, quand c'est comme ça, j'ai eu ma dose. Bon, alors, donc, retour. Aujourd'hui, donc nous sommes le 22 avril 2022. Je reviens à la charge, là. Parce qu'on est à quelques heures, hein, c'est-à-dire que le 22, et c'est dans 48 heures, l'élection présidentielle en France, hein, pour la 5e République. Et là, c'est une parodie d'élection, c'est une farce. Hein, et puis, les autres ils jouent leur rôle. Là, vous avez écouté, c'est Florian Philippot, qui est un ancien du Front National, qui aujourd'hui s'appelle Rassemblement National, je sais pas quoi.
Et excusez-moi, parce que là, je cherche à mettre la lumière, là, parce que c'est pas du tout ça encore. Merci, en tout cas. Excusez-moi. Bon. Donc, bon, c'est un peu sombre, mais c'est toujours pareil. Je sais pas à quel moment il faudrait... Bon, tant pis. Donc, je disais, Florent Philippot, voilà, vous avez... Là, je me suis mis dans mon gilet jaune, hein, plus que jamais, plus que jamais. Parce que ce sont eux qui sont les citoyens qui veulent libérer hein, les Français. Voilà, les gilets jaunes veulent libérer les Français. Rien que ça, rien que ça. Et puis, en retour, les pauvres, qu'est-ce qu'on a? C'est plus de 11 morts, c'est plus de 30 éborgnés, c'est des centaines et des centaines de personnes qui sont mutilées à vie, c'est des gens qui sont en résidence surveillée, c'est des gens qui sont obligés d'aller pointer à la gendarmerie ou à la poste de police pour dire que voilà, je ne vais pas aller sur les Champs-Élysées ou dans tel endroit de Paris ou je ne sais quoi encore. Ouais. Ça, c'est la France d'aujourd'hui, du 21e siècle. Donc, bienvenue en République démocratique de France, une république bananière par excellence, par excellence. Et donc, moi, je me présente, Joubian, c'est mon surnom sur le net, et puis je me définis comme étant accessoirement spécialiste de la France. Voilà. Panafricain, très convaincu, naturellement, naturellement. Ben, écoutez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, il l'a dit, hein, ils l'ont dit, enfin, il a été invité par un ancien humoriste, là, mais qui est très, très fort en analyse politique. Bon, cela dit, ils sont tous comme ça acceptés cette escroquerie-là. Voilà, c'est ça que je trouve scandaleux, de l'accepter. Il faut le dénoncer. Alors, quand je dis le dénoncer, c'est-à-dire que j'ai pas vu beaucoup de gens, hein, par exemple, qui disent là que M. Macron est éliminé dès le premier tour, là. Voilà. Je le redis tout le temps parce que je veux dire, c'est pour ça que il faut garder les images. Et puis, il y en a qui le savent, mais ils se gardent de le dire pour des raisons de sécurité. Je peux comprendre, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas envie de vivre dans mon vomi. C'est ça que je dis. Oui. Et donc, vous voyez, là, il dénonce en fait le système des parrainages. Or, le système des parrainages, mais c'est là où la démocratie, elle est, comment dire, enterrée. Ah bah oui, parce qu'on dit que le général de Gaulle, quand il a mis ça en place à l'époque, c'était, demandait 100 signatures, et puis c'était anonyme. Donc, ça veut dire que les maires, les élus locaux, les députés, tout ça qui donnent leur signature, eh ben, ils donnaient à qui ils voulaient, puisqu'il n'y avait pas de signalement. Alors, après, ils ont augmenté. Donc, de 100, on est passé à 500. Donc, ça fait 400 de plus. Voilà, en fait, pour rendre encore plus difficile. Mais, à la limite, c'est pas tellement ça qui est le problème, les 500 signatures. Ce qui est problématique, c'est le fait que l'oligarchie, c'est elle qui a récupéré, hein, qui a pris en main, qui a fait un OPA sur la démocratie française. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Et qu'il faudrait que des gens très connus, qui ont beaucoup plus de vues que moi, qui ont beaucoup plus de notoriété, puissent le dire ouvertement. Il y en a qui le disent, hein, mais bon. Je pense à quelqu'un comme François Asselineau, que vous vouliez ou non, je vais le citer parce que je te dis, il est de très loin plus honnête. Alors même si je sais que c'est pas lui qui va nous libérer en ce qui concerne la France-Afrique, mais c'est un autre débat. Je veux dire par là que j'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, encore, parce qu'il y en a qui font exprès, hein, les trollers, là, je vous ai démarqué, donc j'ai pas le temps. Donc c'est de dire que, j'ai dit déjà dans le passé que voilà, c'est pour des raisons stratégiques et que je dis que lui, comme il veut sortir de l'Union Européenne, nous on veut sortir du franc CFA, donc voilà, on est un peu dans le même chemin là. Donc du coup c'est intéressant comme expérience, voilà. Alors que les autres, ils sont sans foi ni loi, voilà. Même à la limite, ils ne parlent même pas de ça. C'est tabou. Vous voyez donc, ceux qui sont en train de se dire, oui, malgré tout, j'irai voter, c'est votre choix. Alors voilà, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la force de la démocratie. C'est que chacun fait comme bon lui semble. Parce qu'on est tous des adultes, là. Vous voyez donc, moi, je dis que j'irai pas voter. Eh ben, ceux qui, malgré toutes mes explications, les arguments que j'apporte, qui veulent aller voter, mais qu'ils aillent voter, c'est leur problème. Voilà. Non, parce que je dis que je n'ai pas envie de cautionner ce système-là qui est bidonné. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui. J'explique que ceux qui vont aller voter, ils cautionnent le système parce que, en fait, comment ça se passe? Vous avez deux cas de figure. On a déjà vu l'expérience de Jean-Luc Mélenchon où il y a beaucoup de gens qui lui ont accordé leur confiance parce que ces gens-là qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, ils n'avaient aucune confiance à Mme Marine Le Pen et encore moins à M. Macron. C'est pour ça qu'ils lui ont donné sa voix. Et massivement. Hein, j'ai rappelé dans mes vidéos précédentes ce qu'il a réalisé comme score dans les agglomérations en France, dans les départements, dans les communes et tout ça dans les régions. Voilà, c'est impressionnant. Et je vous dis, je vais même encore plus loin pour dire que ce serait intéressant de comparer les scores qu'il a réalisés avec les scores qu'a pu réaliser M. François Mitterrand en 1981. Parce que là, c'était en ce moment-là que la gauche, après des décennies, a pu accéder au pouvoir et l'exercer. Vous voyez? Et à l'époque, M. Mitterrand a fait 14 ans, exceptionnellement, avec 2 ans de cohabitation avec M. Jacques Chirac. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que là, on est rendu à un stade où, entre-temps, il y a eu un OPA réel, hein, indiscutable, hein, de l'oligarchie. L'oligarchie, c'est les gens les plus riches de France, qui détiennent tous les médias, pratiquement, hein, détiennent tout.
et ils font ce qu'ils veulent. Et donc, moi, je dis, sans avoir fait l'ENA, sans avoir fait Polytechnique, sans avoir fait HEC, les grandes écoles, là, sans les avoir fait, mais simplement par, un, mon bon sens, deux, par mon honnêteté intellectuelle, j'arrive à faire toutes les descriptions possibles, et puis toutes les analyses possibles. Hein, je dis quoi? Je dis, mais écoutez, les 500 signatures, mais on voit bien que c'est vraiment eux qui font la pluie et le beau temps, ou en tout cas qui ont fait ce casting-là des 12 personnes. C'est pour ça que je m'amuse d'ailleurs à dire pourquoi pas 9, pourquoi pas 11, pourquoi pas 13, pourquoi 12. Voilà. Et puis ce qu'on va observer aussi, c'est que dans les personnes qui ont été, comment dire, cooptées, hein, ils ont été choisis là, il y a des gens qui, c'est pour la 3e fois qu'ils se présentent. Et en plus, si, quand ils se présentent, on observe une progression, c'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui s'est présenté une première fois, il a eu, je sais pas, 2%, et puis une deuxième fois, il a eu 3%, ça tient. Mais il se trouve que ces gens-là, eh ben, ils sont présentés, et pour la 3e fois, ils ont fait beaucoup moins que les fois précédentes. Mais non, mais c'est justement que l'oligarchie se moque, méprise les Français, et c'est ainsi que ça les amuse, eux, de pouvoir, comment dire, choisir ces gens-là, hein, et puis chacun joue son rôle à merveille. Ils se moquent des Français, c'est clair et net. Vous voyez? Et moi, je dis toujours, le pincement que j'ai au cœur, c'est le fait que les pays africains, voilà, les 15 colonies là, moi je ne dis pas ils sont indépendants, hein. Le Mali va peut-être sortir là, avant la fin de l'année 2022. Ça, j'en suis convaincu, je le rappelle constamment, parce qu'ils sont au travail et puis ça se voit. Vous voyez, notamment les commandes d'hélicoptères, les moyens militaires qui sont mis à leur disposition par, ou qu'ils ont achetés auprès des Russes. Voilà. Donc ils travaillent sérieusement. Donc ils méritent un total respect. Un tapis rouge, j'allais dire, voilà, pour le président, son excellence l'imperturbable, comment dire, Assimi Goïta, et puis le premier ministre Choguel Maïga, voilà, et puis toute l'équipe aussi qui travaille avec eux et tout. Hein, le peuple malien sont vraiment extraordinaires. Bon, on revient en France. Donc, c'est de dire quoi? C'est de dire que l'histoire des parrainages, il y a même M. Assidino qui a fait une ou deux vidéos où il a démonté ça en disant, voilà, et donc, les choses sont claires, quoi. Et je dis, mais si vous voulez participer, je me répète encore, parce que là, c'est vrai que ça fait très longtemps, c'est peut-être même la première fois où je fais des vidéos comme ça, successives, où je parle du même sujet. Voilà. Mais parce que c'est quelque chose qui bouleverse non seulement la vie des Français, mais surtout la vie de millions d'Africains. C'est ça. Je parle de les 15, là. Puis même au-delà. Vous voyez? Mais surtout les 15. Hein? La zone CFA, les aliénés, les complexés, les corrompus. Hein? Aliénés, complexés, corrompus, et puis accessoirement les jaloux, là. Voilà. Cette zone-là. L'influence. Parce que la France, hein, est un modèle pour eux. Alors que je dis toujours, je dis, mais non, mais la France peut être un modèle si elle était exemplaire. Mais la France, en matière démocratique, elle est dernière. Elle n'est même pas classée, parce que dernière, encore, c'est lui donner un classement. Non, non, non. Elle est éliminée. Voilà, parce que pour que tu puisses avoir une place de dernier, c'est que ça veut dire que tu es déjà sélectionné. Alors comment je la sélectionne? Je la sélectionne même pas. Ou alors, si je vais la sélectionner, je la sélectionne avec ces pays-là. Voilà, là, je la sélectionne. Et du coup, là, elle peut venir en tête. Voilà. Je dis qu'elle peut venir en tête parce qu'elle empêche justement l'indépendance, la souveraineté de ces pays-là. Autrement, si elle n'empêchait pas ça, elle empêche pas les bases militaires qui prennent en otage le peuple africain. C'est tout. Franchement, des mauvaises foi des gens qui sont là pour perdre le temps des gens, et puis des trucs aussi évidents, on voit ça tout le temps, et puis n'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc, c'est ça. Donc, chose importante. Un, le système des parrainages, hein, qui est à remettre en cause, évidemment. Et puis, je rappelle que, je crois que c'était en 2016, monsieur François Hollande, quand il était au pouvoir, il a fait voter une loi, hein, si je ne me trompe pas, hein, voilà, où là, ils ont instauré le système qui consiste maintenant comment dire, à enlever l'anonymat. Voilà. C'est-à-dire que les élus qui vont donner leur parrainage, eh ben, on va savoir pour qui tu as donné. Regardez ça. Mais bon, la France est connue pour, vous savez, pendant la Seconde Guerre, hein, ils vont vendre les gens, ils vont donner les noms. Enfin bon, c'est vraiment dans une culture comme ça qui les habite. Vous voyez, n'importe quoi. C'est incroyable. Hein. Mais c'est ça ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a des gens qui sont pourtant docteurs en sciences politiques. Et puis bon, mais c'est simple, c'est la corruption morale et puis corruption matérielle qui va faire que, au lieu d'éclairer le peuple pour dire que voilà, la combine elle est là, il faut arrêter, hein, et on doit agir pour servir l'intérêt général. Et sinon, il faut aller faire autre chose. Voilà, il faut aller travailler dans le privé, il faut aller faire n'importe quoi, mais il ne faut pas venir dire qu'on vient faire de la politique. Non. Et l'état, justement, de la démocratie française, elle est dans cet état-là parce que les acteurs à 99-99%, eh ben, c'est la corruption généralisée. Je n'exagère rien du tout. Parce que j'ai dit, regardez le face-à-face qu'il y a eu entre Mme Marine Le Pen et puis M. Macron, là. Bon, sachant que moi j'ai dit, normalement, il devait y avoir
un face-à-face entre Mme Macron et M. Mélenchon. Voilà, c'est ça qui reflète la réalité. S'il n'y avait pas eu de combine, s'il n'y avait pas eu de trucage. Voilà. Donc, premier handicap, c'est les 500 signatures. Deuxième handicap, ce sont les instituts de sondage. C'est-à-dire que ces instituts de sondage-là, ont complètement, comment dire, détruit la démocratie française, bien entendu. Puisque, regardez, constamment, j'allais dire depuis plusieurs années ou plusieurs mois, on va prendre pour 2022. Bon. Ils annoncent la couleur en donnant les scores déjà 6 mois, 1 an, ou 2 ans, voilà, ou 2 ans même avant les élections. Voilà. Et puis là, maintenant, là, avant le premier tour, on balance comment on appelle ça, les scores que les uns et les autres auraient pu réaliser. Et puis c'est fait exprès, parce que là, je vous dis, ça amuse. Et du coup, ils perturbent les Français, hein, qui, de manière générale, n'ont pas une conscience politique. Vous comprenez? C'est pour ça que, justement, l'oligarchie se donne à cœur joie. Parce que s'ils avaient une conscience politique, ils allaient pouvoir monter au créneau pour dire, bon, il y en a marre, il y en a ras-le-bol. Bon, ce que font les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, par contre, hein, eux, ils ont de la conscience politique. Voilà, c'est clair. Ouais, parce que quand ils sont descendus la première fois en novembre, 2018, ils ont dit, voilà, bon, c'était un prétexte, hein, l'histoire du carburant qui était la taxe sur les carburants, ça c'est un prétexte. En réalité, c'est un malaise qui est dans le au niveau de la vie, comment dire, courante, ou la vie que mènent les Français. Ils voient qu'il y a des gens comme ça qui sont des privilégiés, hein, qui s'en mettent plein les fouilles, et puis le peuple à côté, il y en a qui dorment dans la rue alors qu'ils ont des contrats de travail. Hein. Plein de trucs comme ça, ça ne va pas. Il y en a qui ont du mal à aller se soigner parce que les frais médicaux sont très élevés. Tout le monde n'a pas la mutuelle. Enfin, plein de trucs comme ça. N'importe quoi. Alors que ce pays a une devise qui est, si c'était appliqué, hein, si ce n'était pas simplement de la théorie, mais c'est une belle devise. Liberté, c'est énorme pour un être humain. Égalité, c'est énorme. Même si on parle d'égalité en droit. Mais oui, mais là, c'est même pas appliqué. Hein. Après, fraternité, c'est énorme. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des valeurs très fortes. Or que non, ça reste théorique depuis 1789. Voilà. Et on s'éloigne même, parce qu'il y a 30, 40 ans ou 50 ans, c'était encore beaucoup mieux, je pense. Oui, parce qu'on dit, à l'époque, avec Général de Gaulle, c'est 100 signatures. Pourquoi là, maintenant, on en a 500? Ils compliquent. Mais s'ils compliquent pour que, bon, mais ceux qui sont sélectionnés, on n'a rien à dire, parce qu'ils sont réellement sélectionnés, parce qu'ils sont capables. Mais ce n'est pas le cas. On met de côté quelqu'un comme Asselineau, alors que c'est l'un des plus brillants, je dis, depuis les 10 dernières années, homme politique. Voilà, qui est honnête. Florian Philippot, là, tous ces gens-là, ce sont des élèves de l'oligarchie. C'est-à-dire qu'il joue son rôle. Parce que lui, au départ, il a fait de brillantes études. Bon, il était avec Marine Le Pen, mais très vite, le système l'a récupéré. Et c'est même pas le système qu'il a mis là-bas. Ils l'ont dit, voilà, ils l'ont encouragé, va créer ton parti. Et puis, il fait cette démarche-là pour faire perdre des voix à Marine Le Pen, ça faut bien le comprendre, d'une part. Et puis d'autre part, comme il se veut patriote, donc il rejoint Dupin-Aignan, mais là c'est surtout aussi pour faire perdre des voix à M. Asselineau, qui est beaucoup plus redouté. Vous voyez, hein? M. Asselineau est redouté, ne serait-ce que le fait qu'on l'ait éliminé. Voilà, qu'on l'ait écarté. Alors que ce monsieur, en 2017, il avait pu avoir les 500 signatures. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Je dis encore que si on ne donne pas les signatures définitivement, bon, c'est une chose. Mais le pire, c'est de dire quelqu'un qui a eu les signatures en 2017 et puis qui là, ne l'obtient pas, sous quel prétexte? Alors, on met des accusations en disant, oui, il est soupçonné de, comment dire, harcèlement sexuel, je sais pas. Mais j'ai dit, mais moi, ce jeu-là, je passe la vie sexuelle des 12, là, au crible. Et sans badiner, hein. Vous comprenez quand je dis que j'aime beaucoup les mœurs, comment on appelle ça, la culture des pays nordiques. Voilà, parce que là-bas, tout le monde est vraiment mis, hein, au même diapason. C'est-à-dire, en tout cas, concernant la gestion des biens publics, hein, la gestion de l'intérêt général. Voilà. Alors qu'ici, c'est pas ça. Ici, c'est l'illusion qu'on donne au monde entier qu'il y a une démocratie en France, et surtout aux Français, on leur fait croire, et ils sont perdus, réellement perdus. Ah oui. Puis il y en a plein qui le reconnaissent, hein, ils disent, mais comment on va faire? Comment ça se fait que ce mec-là, avec l'ardoise, avec le bilan qu'il a, qui est catastrophique, qui est désastreux, et qu'on puisse nous dire qu'il arrive en tête? On ne dit même pas qu'il arrive en deuxième position, non, parce que l'oligarchie, ça ne les arrange pas. Voilà, vous voyez? Donc, je comprends, hein, que d'autres, c'est, comme j'ai dit, le sport, ceux qui ont pratiqué le sport de haut niveau, eh ben, quand ils se mettent à faire les entraînements, ils sont à l'aise, alors que celui qui n'a pas cette expérience-là ou qui ne connaît pas, eh ben, il a des courbatures tout de suite, très vite, c'est clair. Donc on est un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils découvrent là qu'est-ce que c'est que le jeu démocratique et qu'est-ce que c'est réellement, hein, quand on dit qu'on a voté pour un tel, hein, et puis est-ce qu'un tel mérite d'être au second tour, au premier tour, et puis il y en a qui ça échappe. Voilà.
Mais moi, je n'ai pas le temps. Voilà, Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Non, mais c'est vrai. C'est bon. Parce que je dis qu'on a l'heure d'Internet, on a des réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de manipulation. Ça, c'est clair. Ah ben oui. Parce qu'eux, ils ont les moyens pour manipuler. Il faut que ça... Rappelez-vous, comme a dit M. Vladimir Poutine, l'empire du mensonge. Ça, c'est énorme. Énorme, l'empire du mensonge. Je dis que nous autres, en fait, nous, on est, comment dire, le monde de vérité. Voilà. Donc, hein, bienvenue. Hein, moi, quand ma philosophie de vie, hein, voilà, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc, ma religion, comme j'ai dit, c'est la vérité et la justice. Voilà. Les deux ensemble. C'est clair. Franchement, ce pays qui passe son temps à donner des leçons aux gens, un culot comme ça. D'une certaine façon, je me dis même, cette façon de fonctionner là, c'est un peu comme la meilleure défense et l'attaque. C'est-à-dire qu'ils donnent des leçons comme ça, ils sont sûrs qu'ils tiennent les gens à distance. Alors que quand tu es ici à bien observer les choses, tu vois que non, c'est de la pure escroquerie. Ah oui, pure escroquerie. Dingue, 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 dingue. Puis tout le monde est corrompu. Et puis il y a quelques rares là qui sortent du lot. Hein. Je ne peux m'empêcher de penser en tant que gilet jaune à quelqu'un comme Étienne Chouard. Je reviens toujours à ce qu'il avait dit, ce qui était qui était vrai, c'est vérifié. Il a dit, mais le peuple a fait confiance à des gens pour gérer ses intérêts, et finalement, ils abusent de cette confiance-là. Parce que le peuple, il n'a plus regardé. Il a laissé faire. Voilà, Étienne Chouard, voilà, qui est un des penseurs des Gilets jaunes. Et lui, je peux vous rappeler, il lui a infligé une situation d'intimidation comme ça pour le calmer, parce qu'ils ont vu qu'il avait un succès qui monte, et puis c'est quelqu'un de très posé, quelqu'un de très réfléchi, qui est humble, très simple, voilà. Hein, je me rappelle, là, comme ça, il avait eu sur le plateau de Sud Radio, là, où il avait le professeur Nicolas Agbo, qui était invité à l'époque, et puis lui, pourtant, il était professeur d'économie, hein, je crois, M. Chouard. Mais il était surpris quand on lui parlait du système du franc CFA. Voilà, c'était honnête de sa part. Moi, je crois peut-être que... Mais je crois qu'il était sincère, parce qu'il était étonné de dire, ah bon, ça... Bon. Mais le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul. Et puis, il y a des gens qui sont même beaucoup plus diplômés que lui, qui s'en foutent, j'allais dire, comment on appelle ça, de l'existence ou du mécanisme du franc CFA. Pourquoi je dis qu'ils s'en foutent? C'est que je dis, les Français, de manière générale, quelles que soient les couches sociales, hein, bon, je vais être indulgent avec ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'instruction, mais je suis sans concession et je suis intransigeant avec ceux qui ont un certain niveau. Pourquoi? Parce que je dis ceux-là, je les considère même comme les plus dangereux, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Voilà. Parce que je dis le français qui est lambda, ordinaire, qui n'a pas beaucoup d'instruction, bon, lui, si tu es correct avec lui, voilà, il est correct. Alors que les autres, c'est pas la question, ne se pose pas d'être correct. Hein. La question, c'est qu'eux, ils ont des idéologies qui est très forte. Donc, ils agissent, je vous dis, en connaissance de cause. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'image que je donnais déjà dans le passé, que je redonne encore, je dis que les Français, comme ils passent leur temps à piller les richesses africaines, hein, ne serait-ce que par les bases militaires qui sont là-bas, hein, le rôle des bases militaires, c'est rien d'autre que ça. C'est protéger le pillage des richesses africaines. Ça, je ne le lâcherai pas parce que, voilà, je dis à un moment donné, on le sait, mais il faut le dire constamment. Et il faut que des gens très connus puissent le dire constamment. Parce que, je dis, demandez-leur quel est le bilan, justement, avec des accords militaires qui sont cachés. Non, mais c'est bon. Voilà. Moi, j'ai dit, il faut vivre avec son temps. Et ils sont dans l'anachronisme. L'anachronisme, hein, c'est le contraire de vivre avec son temps. Et bien, c'est pour ça que je dis que je tiens à rendre hommage constamment à M. Vladimir Poutine, qui est en train de, justement, faire un réglage dans, comment on appelle ça, l'opération qu'il mène là-bas en Ukraine, pour mettre hein, l'horloge au 21e siècle. Et que l'horloge de l'OTAN a fait son temps, hein, qui a démarré après la Seconde Guerre, hein, avec les fameux accords de Bretton Woods, où le dollar devient la monnaie, j'allais dire, internationale, pour ne pas dire universelle, au niveau commercial. Voilà. Et puis, donc, ils font... Il y a des thèmes comme ça, moi, que je retiens, c'est la planche à billets. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ils fabriquent comme bon leur semble. Et du coup, M. Vladimir Poutine, dans sa déclaration du 24 février, il a dit, mais non, mais attendez, il faut arrêter. Moi, quand je vends mon gaz, c'est du vrai. Quand je vends mon blé, c'est du vrai. Alors que vous, vos billets, là, c'est des trucs, des papiers de toilette, c'est des trucs de chiottes. Voilà. Donc, si on veut aller à ce niveau-là, eh ben, finalement, ce qu'on va faire, avec vos embargos ou vos sanctions là, bidons, hein, non justifiées, sans oublier que quand c'est comme ça, non mais l'empire du mensonge, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit, ou tu as tout compris en tous les cas. Ils ont le culot de geler l'argent d'autrui. Donc ils ont gelé l'argent des Russes. C'est non mais je vous dis, ils sont indéfendables. Voilà. Et puis ceux qui veulent essayer de continuer à faire les malins, là, je dis non mais c'est votre problème. Moi j'ai la prétention d'être un être humain, et que par conséquent, vous avez l'apparence, juste l'apparence. Et comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Vous comprenez encore plus facilement ce que je vais dire. Voilà. Donc, c'est ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Alors, c'est pareil, vous, c'est pas parce que vous avez l'apparence d'être humain que vous êtes des êtres humains. Non, il y a des basiques
qui vous échappent. Il y a des basiques qui ne sont pas en vous. Et c'est ainsi que je dis non, vous avez juste l'apparence. C'est clair. Bon. Donc, c'est de dire que l'OTAN, là, donc créé pour, créer la terreur dans le monde entier. Et je dis, leur bilan, le nombre de morts, regardez, continent par continent, pays par pays, sème la terreur, prendre en otage les gens, puis perturber les gens à tous les niveaux. Et donc, on dit, ben, ça, c'est fini. Hein. On est maintenant au 21e siècle. Maintenant, il faut savoir que les gens ont pris du recul, les gens ont, assez de recul, les gens ont compris, ils ont ouvert les yeux, et que par conséquent, il va falloir maintenant procéder autrement. Et procéder autrement, c'est de dire, bon voilà, comme tu as compris, donc je vais continuer à faire de l'arnaque. Oh, eux, ils comptent toujours sur la force. Ouais. Oh, monsieur Poutine, les gens qui sont très connus, ils disent, mais voilà, il est spécialiste, en tout cas, il est très bon en échec. Mais pour un russe, c'est pas étonnant. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'ils ont dans leur culture. Hein, jeu d'échecs. Vous voyez? Et puis enfin, ancien colonel de KGB. Donc, je veux dire, en face de lui, il a qui? Qui? Ces gens-là, qui sortent d'où? Hein? Ils n'ont même pas fait leur service militaire. Si on fouille bien, il y en a plein. Voilà, ils ont réussi à chaque fois à se faire exempter, c'est-à-dire éviter d'aller faire ce service militaire. Et paradoxalement, ces gens-là, ce sont eux qui sont les premiers vents en guerre. Voilà. C'est comme ça, c'est assez étrange. Ah oui, des malhonnêtes. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, c'est une combine qui est plus ou moins acceptée là, dans la société française, comme ça. Et puis, je vous dis, tout ça s'explique par le fait, et ça, je vais le dire tout le temps. Ah oui. Parce que, je dis, je rêve que les gens connaissent plus de sortir ça. C'est de dire quoi? C'est de dire qu'en fait, on a toute cette mascarade, toute cette combine, parce que la France est un enfant gâté. C'est-à-dire que l'argent qu'ils prennent, l'argent des Africains, hein, qui les nourrit, l'argent des Africains qui leur permet de pouvoir se mettre sur des piédestals pour dire, voilà, nous sommes un pays puissant. Mais c'est ça qui fait qu'ils font n'importe quoi. Et je vous dis, quand vous pensez de manière générale à un enfant gâté, mais il a plein de jouets, et il ne sait même pas lequel, donc il les casse. Et c'est après, quand il les a perdus, que maintenant il va se rendre compte, oh là, la France, petit à petit, va se rendre compte de la réalité. Et je dis que pour l'instant, bon, on est encore à la limite. Il y a le Mali, et puis on a même appris dans l'actualité, il y a le Cameroun, hein, qui vient de signer des accords militaires avec, la Russie, la Chine. Bon, il vaut mieux tard que jamais, mais bon, là, ça faisait tellement longtemps. Et je dis toujours que Paul Biya, tout l'argent qu'il a passé, qu'il a dilapidé pour des futilités, notamment à venir ici en Suisse, à dormir pendant des années en Suisse, cet argent-là aurait permis de construire des écoles, construire des hôpitaux, construire plein de trucs pour les Camerounais. Et puis, Dieu sait que c'est si c'était pas ça la priorité. Voilà. Donc, il y a tellement de reproches à lui apporter qui fait que ceux qui le soutiennent, bon, les sardinards, là, bon, j'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps à Assimi Goïta. Donc voilà, je dis, on a appris effectivement il y a quelques jours là qu'ils viennent de signer avec les Russes. Bon, je vais dire tant mieux. Mais il faut accélérer. Parce que le franc CFA, comment ça se fait que c'est pas démantelé pour un pays comme le Cameroun, qui est un des pays les plus riches de l'Afrique en général, de la zone Afrique centrale là en particulier. Voilà. Comment ça se fait? Pourquoi le franc CFA il est toujours en usage là-bas? Il faut le faire sauter ça très vite. Voilà. Et ce n'est pas les compétences qui manquent. Dieu seul sait s'il y a des gens très très brillants au Cameroun. Donc voilà. J'allais dire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, je dis, mais il faut faire rentrer tous ces cerveaux-là, parce qu'ils sont utiles plus à construire l'Afrique, plutôt qu'être ici où les trucs sont déjà installés. Vous voyez? N'importe quoi, des irresponsables. C'est fatigant, hein, enfin bon. Et puis ce que je rappelle là constamment, ça me paraît tellement évident que je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas ça. Voilà. C'est terrible, hein? Vous voyez? Donc je dis que tout ça vient du fait que, contrairement aux autres pays qui, eux, quand ils obtiennent leur argent, hein, ils ont travaillé à la sueur de leur front. Mais la France, regardez, point oui, point non, il dit, bon, mais l'État a déboursé telle somme pour des gens qui restent chez eux. Mais dites-moi, hein, dans les autres pays européens, comment est-ce que ça se passe comme ça? Vous voyez? Et puis, un comparatif qui est, pour le coup, très intéressant à observer, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est numéro 1 sur le plan économique, hein, numéro 1 au niveau européen. Premier pays économiquement très puissant. Mais l'Allemagne n'a pas de base militaire en Afrique. L'Allemagne n'a pas de franc CFA en Afrique, ou en tout cas une monnaie, sachant que le franc CFA, c'est une monnaie nazie, que j'ai déjà rappelé, qui a été mise en avant ou popularisée par le professeur Nicolas Boou. Vous voyez? Donc, pour autant, ils n'ont pas tout ça. Ils sont numéro 1. Or, la France, qui, elle, a le loisir de pratiquer le colonialisme, à pratiquer le nazisme vis-à-vis des pays africains, hein, le système de la France-Afrique, système nazi, normalement, si la France était première, mais je dis c'est fait exprès,
Parce que justement, d'ailleurs, il y en a certains Français qui se posent la question, mais où va tout cet argent-là? C'est la question essentielle. C'est ça. C'est-à-dire, mais prendre de l'argent des Africains, c'est une chose, mais comment ça se fait que dans ce cas-là, vous n'êtes pas numéro un? Et puis, il y a des problèmes comme ça où des gens ils ont du mal à joindre les deux bouts, et puis il y a plein de trucs dans les hôpitaux, plein de trucs comme ça. Comment ça se fait? Vous voyez? C'est incroyable. Donc, plus dur sera la chute. Mais naturellement. Ah oui. Mais non, parce que, écoutez, les générations se succèdent, mais on ne peut pas rester dans le statu quo, surtout quand on sait que c'est n'importe quoi. C'est un système inique. Hein. Regardez là, ma vidéo précédente, j'ai parlé des Antilles. C'est pareil. Pourquoi on leur inflige ça? Mais parce que c'est des Noirs. Maintenant, il appartient aux frères et sœurs là-bas de se libérer. La liberté s'arrache. Mais comme j'ai toujours pensé, j'ai dit, mais tout viendra progressivement. C'est-à-dire que dès lors que les pays africains vont se libérer définitivement de l'emprise de l'Occident en général et de la France en particulier, eh ben, il va y avoir des répercussions sur les autres frères et sœurs qui vivent en Guadeloupe, en Martinique, en La Réunion, en Guyane, hein, Nouvelle-Calédonie. Tout ça, ça va aller ensemble. Mais bien évidemment, en Haïti même, répercussions en Haïti. Hein. Haïti chéri, hein, grand pays, première république noire au monde, et on le fait payer le prix jusqu'à aujourd'hui. Et qui est-ce qui fait payer ce prix-là? C'est la France. Puis les États-Unis aussi un peu, mais en tout cas, surtout la France. Parce qu'ils n'ont pas supporté, ils sont tellement rancuniers. L'armée de Napoléon a été vaincue là-bas en Haïti. C'est extraordinaire. Vous voyez? Donc on a des irresponsables qui occupent des postes importants. C'est pour ça qu'on en est là. Et progressivement, je pense, et j'en suis convaincu, que là, les panafricains vont prendre les choses en main. Et puis, évidemment, on va pouvoir accélérer le mouvement. C'est clair. Voilà. Donc, ceux qui se veulent être des Français du 21e siècle, eh bien, vous ferez mieux de réfléchir à deux fois. D'abord, faire le bilan par rapport à toute cette histoire-là, hein, au lieu de vivre dans le déni, au lieu de vivre dans le rétroviseur, enfin, au sens de, je veux dire que, en fait, ils sont les premiers, non seulement ils sont en faute, mais de dire, on n'a pas comment dire ça, on n'a pas de leçons à recevoir, ou alors, pas de repentance, enfin, plein de trucs. Et j'ai dit, mais vous faites le malin, parce que quand vous allez perdre l'Afrique, c'est là que vous n'avez plus fait le malin. Et moi, j'ai dit de notre vivant qu'il faut qu'on assiste à ça. Mais bien entendu, non mais attendez, tu n'as pas raison, on a toutes les preuves. Pourquoi tu continues, à quoi ça sert, hein? Évidemment, tu es aidé par des gens comme Alassane Ouattara, tu es aidé par des gens comme Macky Sall, tu es aidé comme des gens comme Patrice Talon, des gens comme Bazoum. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Sinon, quand tu as affaire à des patriotes, quand tu as affaire à des gens intègres, mais tu ne fais pas le malin. Et là, on a affaire maintenant aux enfants, aux arrière-petits-enfants de Modibo Keïta, de, Sylvanus Olympio, de, Patrice Lumumba, de Kwame Nkrumah, de Ahmed Sékou Touré, hein, Barthélemy Bokanda, hein, de Nasser. Je cite toujours le président Nasser parce que c'est un panafricain très convaincu, le président égyptien. Alors, moi, j'aime beaucoup. Oui, quand je vois son histoire, non, c'est total respect. Voilà, c'est pour ça que je le cite de temps en temps. Je ne suis peut-être pas systématiquement, mais je pense à lui souvent. Nasser. Ah oui, grand panafricain, très grand panafricain. Mais voilà, n'importe quoi. Mais heureusement que les générations se succèdent et puis il faut que les choses bougent, il faut que les choses changent. Et donc là, vous avez, comme je l'ai dit, dans la société française, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens, malheureusement sont minoritaires pour l'instant, qui savent qu'ils ont fait n'importe quoi à leurs ancêtres, hein, leurs anciens, et de dire, bon voilà, on va venir à la table pour essayer d'agir hein, de manière à respecter les droits des uns et des autres. Il y a cette catégorie. Et puis il y a la catégorie aussi qui, par contre, ils font mine. C'est-à-dire qu'ils savent, mais comme on dit, met la tête sous la couette. Hein. N'importe quoi. Et puis il y a d'autres, ceux qui sont les plus arrogants. Mais ceux qui sont les plus arrogants, c'est ceux qui vont être les premiers à être calmés. Pourquoi? Parce que là, ils ont affaire maintenant à des gens qui n'ont pas de problème de complexe, qui n'ont pas de problème d'aliénation, qui n'ont pas de problème de corruption. Et que par conséquent, tu fermes ta gueule et puis tu écoutes ce qu'on va te dire. Parce que hein, ça suffit maintenant de faire vivre les gens comme ça dans des situations qui dépassent l'entendement. Hein. On est au 21e siècle, on a l'impression que vous êtes resté bloqué au 19e, au 18e, 17e siècle, pour ne pas dire. Donc voilà. C'est de ça dont il s'agit, franchement. Et je vous dis, moi, quand là où je ne vais pas parler de moi, je veux dire, non mais c'est fatigant, parce qu'il y a des gens là, quand tu les vois dans la vie de tous les jours, ils écrasent et puis maintenant ils viennent embêter les gens, ils se branlent là sur leur clavier, c'est fatigant. Bon, maintenant j'ai compris, ils sont payés pour ça, voilà. Mais bon, chacun, il n'y a pas de saut métier. Bon, mais moi j'ai pas le temps. Je vous dis très franchement, hein, il y a quelques temps, je n'avais pas trop bien compris et je me pressais à répondre, mais maintenant là, je lis, c'est vrai, mais je ne réponds pas parce que je vois tout de suite. Voilà, parce que j'ai vraiment vérifié comment il faut faire pour les repérer. Là, je les ai repérés et une fois que j'ai compris, c'est fini. Je n'ai pas le temps à perdre. Voilà. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si c'est la dernière parce qu'il y a un autre qui m'envoie un truc qui me dit oui, c'est à minuit. Non, mais vas-y, va jouer au billes là parce que minuit, ça concerne
les candidats. Hein. Ça ne concerne pas les gens qui font des commentaires sur Internet. Tu peux contrôler quelqu'un qui est au Cameroun, quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande ou quelqu'un qui est au Bangladesh. Donc, tu vois, le ridicule ne tue pas. Je sais pas, mais... Non, mais vous êtes trompé de toute personne. Hein. Bouya, on est bon, on est bon, on est bon. N'importe quoi. Des gens trop légers. Bon. Alors, donc, Florent Philippot, tout ce beau monde-là, il participe pour nourrir le système. Bien entendu, chacun joue son rôle à merveille. Hein, parce qu'ils ont tout fait pour faire écarter M. Asselineau. Association avec Dupont-Aignan et compagnie. Alors que normalement, c'est eux qui devaient se mettre derrière Asselineau pour que le monsieur soit devant pour essayer d'éclairer tout le monde. D'abord les Français et puis les autres personnes. Ce n'est pas le cas. Voilà. Ils sont même très contents. Ils ont aidé même à ce qu'ils soient écartés. Vous vous rendez compte? Donc c'est la raison pour laquelle je dis tout ça. Ils sont en mission, ils sont missionnés par l'oligarchie. Et puis, en apparence, ils parlent d'être patriotes et faire de la politique. Non. Ils sont là pour leur train de vie, pour ça flatte leur orgueil. C'est rien d'autre que ça. Et bien entendu. Parce que si on dit qu'on est là pour le peuple, quand il y en a qui se font éborgner, quand il y en a qui sont handicapés à vie, et bien quand on a des entretiens, quand on a une espèce de face-à-face comme ça, et bien on ne bouge pas tant que l'autre ne s'explique pas. Parce que tu dois justifier pour quelle raison tu as infligé ça à les citoyens. Tu es soi-disant élu pour le peuple, mais tu dois être au service du peuple. C'est le peuple ton patron. Toi, tu es un employé. Or là, on est inversé. Et puis, il y en a plein qui ne savent même pas. Il y en a plein au XXIe siècle qui ne savent pas que, normalement, dans une démocratie qui se respecte, c'est le peuple qui est le patron. Ceux qui ont des mandats, là, sont des employés. Voilà. Et là, on vérifie ça dans les pays comme la Norvège, dans des pays comme la Suisse, dans des pays comme le Danemark, la Suède, l'Irlande, l'Islande, tout ça. Voilà. Et la France, très très loin, à des années-lumière. Maintenant, je vous dis, c'est une bonne révolution, là, qui va faire qu'on va revenir à la table des négociations, à la table des discussions. On va mettre la balle au terre, on va mettre la balle au centre. Voilà. Sinon, c'est l'oligarchie qui se frotte les mains. Ceux qui vont aller voter le dimanche, c'est tant mieux pour vous, malgré tous les arguments, toutes les explications qu'on apporte. Mais en tous les cas, sachez que quand les résultats vont tomber, eh ben, ils vont s'en vanter parce qu'ils vont dire, tu ne peux pas te plaindre à partir du moment où tu as voté. Et donc, soit fair play, au sens de dire, mais tu as participé dans un jeu. Quand tu participes, il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc, toi, tu dois la fermer puisque eux, avec tous les trucages qu'ils ont pu faire, et ben voilà. Alors que nous autres qui refusons d'aller voter, eh ben, nous, on peut toujours donner les raisons en disant, écoutez, on voit qu'il n'y a pas de la transparence, on voit que quelqu'un comme Mélenchon, c'était lui qui devait arriver au deuxième tour, et puis lui, comme il est dans la combine, il donne ses voix à M. Macron, et ainsi de suite. Et puis Marine Le Pen, pareil, je vous dis, elle est dans le même état d'esprit que Macron. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle va récupérer les voix, le moment venu, elle ne pourra pas aller faire front pour défendre les intérêts du peuple. Voilà. La première manière, elle est dans le face-à-face, là. On voyait qu'elle était il lui foutait la terreur, M. Macron. Parce que lui, il défendait ceux qui l'ont mis là, c'est-à-dire les riches, les gros chefs d'entreprise, là, il les défendait, mais très très bien. Alors qu'elle elle dit qu'elle défend le peuple, mais tu lâches rien. Tu n'avais rien à lâcher. Parce que j'ai lu l'exemple qui m'a frappé, c'était quand elle parlait d'augmenter les salaires au lieu de donner des primes. Mais là-dessus, j'ai observé, je dis, mais non, mais je n'étais pas capable de soutenir ça, mais c'est même pas la peine. Parce que lui, il lui faisait comprendre que non, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Mais non, mais tu lui dis, mais chut. Enfin bon, il faut rester poli, c'est vrai. Mais je veux dire par là que, mais au nom de quoi tu veux lui, toi tu es un candidat comme moi, non, chacun bat sa campagne et puis tu veux prendre le poste de président, eh ben, tu vas lui expliquer que, parce que, écoutez, à l'époque, rappelez-vous, M. François Mitterrand, quand il arrive au pouvoir, en France, il faut savoir que jusqu'à ça existait, la peine de mort. Bon, donc il a fallu prendre des décisions responsables pour dire, bon, voilà, c'est barbare, il faut vivre avec son temps. Et puis, ils ont mis fin à la peine de mort. Encore que, bon, au niveau philosophique, tout ça est discutable. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a des choses qu'on peut faire, puis notamment même la réduction du temps de travail. Voilà, c'est toi qui décides. Et non pas là. Lui, il est en face de toi. Lui, il défend les grands patrons, il défend les gros bonnets, là. Et puis toi, tu as la trouille, tu es là. Tu es même fan de lui. Excusez-moi de dire ça, parce que... Alors, c'est nerveux. Je dis peut-être que c'est nerveux le fait qu'elle rigole, point oui, point non. Mais non, mais à un moment donné, les sujets sont trop importants pour qu'on passe son temps à rire au lieu de se concentrer pour pouvoir ne rien lâcher. Lui dire, mais voilà, il va falloir vous expliquer sur le nombre de morts concernant les gilets jaunes, le nombre de blessés, le nombre de mutilés. Vous allez vous expliquer. Premier point. Deuxième point, vous allez vous expliquer aussi pour l'histoire de McKinsey, comment on appelle ça, cabinet de conseil là, et puis l'affaire Benalla. Vous allez vous expliquer. Tout ça, plein de sujets comme ça. Vous allez vous expliquer aussi comment vous expliquer qu'aux Antilles, alors qu'ils sont partis, on dit, de la France, il y a de l'eau qui est coupée depuis très longtemps dans des communes. On est en France. On est au XXIe siècle.
Plein de sujets, vous expliquer. C'est pas le cas. On est dans la combine, on fait semblant, on fait mine, et puis les Français, ils ne voient que du feu. Ils comprennent rien. Voilà, mais tout ce que vous voulez. En tout cas, personne ne pourra se plaindre parce que là, il y a suffisamment de preuves, on a apporté des éléments, et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je milite pour abolir ça, voilà, la servitude volontaire. Toujours humain, ça a été écrit par Étienne Laboétie. Voilà, c'est un Français, hein, voilà. Vous voyez. Donc, pour terminer la vidéo, merci à vous tous, en tout cas, pour votre attention. Vous pouvez me suivre sur VK, sur YouTube, sur, comment dire, Facebook et compagnie. Voilà. Merci bien et à très bientôt. Merci.